communautés par et pour les Autochtones qui, eux, feront un développement très durable de la forêt. L'exemple des entreprises forestières de Québec est excellent dans ma circonscription, Mme la Présidente. Si vous voulez un exemple inspirant. Merci, Mme la Présidente. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de prendre la parole ce soir dans le cadre de ce débat exploratoire. Je dois commencer avec la triste nouvelle qui a été transmise ce soir. L'honorable John Fraser, ancien président de la Chambre, ancien député et un vaillant défenseur de la conservation. Il a été ministre de l'Environnement dans le gouvernement du très honorable Joe Clark. Il a été ministre des Pêches. Il vient de la Colombie-Britannique. C'était un conservateur progressiste. Il était un ami cher. Il est décédé il y a quelques jours. Il y a des fleurs sous son portrait à l'extérieur de la Chambre. Quand on parle des forêts de la Colombie-Britannique, quand on parle de bois d'œuvre, pendant des années, John était très impliqué dans la défense de nos forêts. Il jouait un rôle clé, comme je l'ai dit, en cette Chambre il y a très peu de temps, alors que je rendais hommage à Brian Mulroney. Il a joué un rôle clé dans le parc Guayahanis à titre de président de la Chambre. Alors que nous siégions à l'édifice du Centre, nous rencontrions des Premières Nations et des défenseurs de la conservation. Il a offert un toast. Il a dit « Pour le complot visant à sauver la planète ». C'était un complot non partisan avec des libéraux et les démocrates et des membres du Bloc qui travaillaient tous ensemble. Donc, j'aimerais lui dédier ma réflexion sur l'état des forêts. Et j'aimerais dire à quel point il va nous manquer. Il avait 92 ans lors de son décès et il n'y avait personne qui défendait l'environnement aussi bien que John Fraser. Comme vous le savez, je suis le différend sur le bois d'œuvre depuis un moment déjà. J'ai écrit de nombreuses choses à ce sujet depuis des années. Certains Canadiens se souviendront des années 80. Nous avions des noms de maladies inimaginables, mais ce n'était pas une blague à l'époque. Les États-Unis ne veulent pas donner d'occasion à l'industrie forestière canadienne. Mon collègue de Courtney Alberni a été très actif ce soir. Il dit qu'il s'agit finalement de 42 ans d'incapacité finalement de résoudre ce qui semble être un feuilleton terrible. Nous avons eu des moments de clarté et d'autres moments où tout a échoué. Le ministre actuel du Commerce pourrait être beaucoup plus actif lorsqu'il s'agit de faire de cette question une priorité dans les conversations avec les États-Unis. Je dois dire qu'il est remarquable, avec l'aide de M. Mulroney, que le gouvernement ait pu parvenir à une entente quelconque avec l'ancienne administration, l'ancien président Donald Trump, qui est essentiellement protectionniste, qui ne s'intéresse pas à la libéralisation du commerce ou au commerce mondial. Donc, c'est un miracle que nous ayons l'accord actuel avec les mécanismes de règlement des différends. Quoi qu'il en soit, nous devons agir pour améliorer la situation en ce qui concerne cette éternelle crise du bois d'œuvre. Et
Nous avons consacré beaucoup de temps à cette question en 2006, mais il y a eu un prix. Et je dois dire que lors d'un débat exploratoire, normalement, on ne remet pas de prix à la meilleure expression qui est prononcée, mais j'aimerais, n'empêche, remettre un trophée au député d'Alberni qui a parlé de taxer la hache. Addiction qui marche pour c'est un bon blague, mais alors, taxer. Donc, taxer la hache, je lève mon chapeau au député de Courtenay Alberni. J'aurais aimé y penser moi-même, mais je lui rends hommage. Nous n'avons pas vraiment protégé notre industrie forestière dans l'entente qui a été conclue en 2006. Et lorsqu'elle a expiré en 2015, ça n'a pas été le cas. Nous avons gain de cause devant l'OMC, devant des groupes de l'ALENA. Il y a des arguments selon lesquels notre industrie est inéquitable pour l'industrie américaine. Nous avons gain de cause devant les tribunaux, mais le département américain du commerce est une organisation interne aux États-Unis, une organisation politique. Et en fait, la US Lumber Coalition, donc la coalition américaine du bois d'œuvre, l'emporte toujours. Donc, eux aussi mériteraient un prix. Et nous avons ce soir un débat exploratoire. Et je remercie. De mettre sur pied, c'est le 5 février, les efforts de députés de Saint-Hyacinthe-Bagot pour un débat d'urgence au sujet de bois d'œuvre. There was an attempt made by the Bloc. Une tentative a été faite par le Bloc au début février de cette année d'organiser un débat exploratoire lorsque le ministère américain du Commerce a dit les droits que nous percevons allaient augmenter à 13 %. Et les Américains ont dit, c'est ce que nous choisissons de faire et nous n'avons pas besoin d'avoir un motif. Donc, les Américains ont dit Barack Obama n'est pas George Bush et George Bush n'est pas Donald Trump, mais les États-Unis demeurent les États-Unis. Ils font ce qu'ils font. Et le Canada devrait en faire davantage. Bon, ce n'est pas rien de se présenter devant un autre tribunal international et de se plaindre de l'iniquité de la situation et de l'augmentation des droits. Nous avons entendu des solutions qui ont été proposées ce soir. D'abord, il y a la solution proposée par le Bloc. Dans le contexte du débat exploratoire, il y a un projet de loi qui sera présenté en avril et on souhaite ainsi offrir une indemnisation de la part du gouvernement aux entreprises qui sont touchées par les mesures et trouver une autre solution pour que notre industrie demeure vivante. Et la quantité de bois d'œuvre exporté aux États-Unis augmente de façon stable et c'est pourquoi ils ont choisi d'hausser les tarifs. Donc, le Canada fournit de plus en plus de matériel de construction qu'il y a 5 ans, par exemple, et c'est pourquoi les groupes qui représentent l'industrie du bois d'œuvre sont mécontents et ils souhaitent que nous soyons frappés de taxes plus élevées. Alors, on pourrait faire en sorte que le bois d'œuvre soit davantage utilisé au Canada et nous pourrions faire en sorte que nos scieries au Canada puissent avoir suffisamment de matière pour que nos travailleurs soient occupés. Donc, exporter de la matière brute, ça ne suffit plus. Et les pays se sont entendus récemment à Dubaï pour une économie circulaire. On peut penser à l'industrie du bois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on perçoit la ressource à un endroit, puis on l'envoie
ailleurs. En fait, ce que nous voulons, c'est plutôt une économie circulaire. Et je sais qu'on pourrait mettre un terme à l'exportation de billes non transformées. Et le vrai problème, c'est la crise climatique, et ce n'est pas l'Association du bois d'œuvre des États-Unis. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je souhaite remercier la députée de son discours et j'aimerais poser une question à la députée. Aujourd'hui, nous avons entendu parler de cette merveilleuse entente qui avait été signée lors de l'ère Harper et ensuite a-t-on parlé du fait qu'il y avait une taxe imposée aux exportations. Donc, est-ce qu'une approche équitable serait possible et qu'en est-il de la lutte contre les changements climatiques? Qu'en pensent les conservateurs? Que font-ils? Parce qu'il faut protéger l'industrie forestière, oui, mais lutter contre les changements climatiques. Réponse. Le député me permet d'aborder une question dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est que cette question touche les régions rurales éloignées, de même que des communautés autochtones. Donc oui, nous devons faire un meilleur travail lorsqu'il s'agit de protéger nos forêts. L'industrie forestière n'est pas parfaite et pourrait faire un meilleur travail, avoir un meilleur bilan environnemental. On pourrait séquestrer davantage de carbone. Et pour ce qui est de l'absence de politique climatique de la part des conservateurs, si je disais plutôt aux libéraux ce que je pense de leur politique climatique, ils ne seraient pas satisfaits. The honourable member for Kootenay-Albany, Columbia. L'honorable député. Merci, Madame la Présidente. Une petite question sur la gestion de l'industrie forestière, de la ressource forestière en Colombie-Britannique. C'est une question importante. J'ai discuté avec le Parti provincial sur cette question qui touche toute notre industrie. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a une solution qui n'a pas encore été utilisée, c'est-à-dire nos petites scieries qui existent depuis plusieurs générations, parfois même 4 ou 5 générations. Ces gens connaissent la gestion de la ressource forestière mieux que quiconque parce qu'ils font en sorte que leur famille puisse prendre la relève. Donc, ils comprennent la gestion forestière mieux que quiconque. Pourtant, on ne sollicite pas leur collaboration. Qu'en pensez-vous? Merci au député de sa question. Il ne fait aucun doute que dans notre pays, nous avons tendance à préférer les gens qui se disent des professionnels plutôt que les gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Je dis que ce sont des professionnels qui ont bâti le Titanic. Alors, on devrait plutôt privilégier ceux qui gèrent leur entreprise depuis des générations. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue de son discours. J'aimerais savoir que pense-t-elle du fait que nos forêts ne sont pas assez protégées et aussi est-elle d'accord que le gouvernement doit soutenir le secteur financier et cesser de l'éclipser? Et de plus, que le gouvernement doit le défendre auprès du département américain. J'aimerais avoir son impression. L'honorable député de Saint-Nicolas. Merci à mes collègues, chers députés du Bloc québécois. Absolument, je pense que nous avons besoin de subventions avec une préférence pour l'industrie canadienne dans cette période où le gouvernement des États-Unis va punir l'industrie. C'est une bonne occasion pour le gouvernement fédéral de donner l'appui monétaire pour ce secteur et en même temps
faire l'effort de mieux protéger les forêts du Canada, les forêts boréales, et aussi avec la collaboration avec les Nations unies, les peuples autochtones, pour protéger les forêts à l'avenir. Questions and comments, the Honourable Member for Courtenay Alberni. L'honorable député de Courtenay-Alberni. Merci, Madame la Présidente. Je voulais vous parler d'un consortium de compagnies autochtones de la Colombie-Britannique. Et l'un des élus d'une Première Nation dit qu'en tant qu'élus et décideurs des Premières Nations, nous devons trouver des solutions productives et contribuer à la recherche de solutions. Et je remercie notre collègue. Et il dit également que nous devons montrer que les entreprises doivent travailler avec les Premières Nations parce que nous voulons tous ramer dans le même sens et trouver des solutions. Donc, ce que j'aimerais que nous retenions du chef, c'est que nous sommes tous à bord du même canot et que nous devons tous ramer dans la même direction parce que depuis des années, nous connaissons un échec en la matière. Donc, on pourrait élargir le programme de ressources naturelles Canada qui aide les Autochtones. Et peut-être que la députée pourrait nous parler de l'importance des entreprises qui appartiennent à des Autochtones et aussi l'importance des connaissances des Autochtones. Et je remercie notre collègue de son discours qui met l'accent sur les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Réponse. Merci, Madame la Présidente, et merci à mon collègue. Et la question qui divise le Canada et les États-Unis est structurelle. Ici, la plupart du bois est produit sur des terres qui sont dites des terres de la couronne, alors qu'aux États-Unis, ce sont des terres privées. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a des subventions inacceptables. Mais en fait, il s'agit de terres autochtones. Alors, pourquoi ne pas mettre l'accent sur la justice et la réconciliation dans le contexte des forêts et penser à la 7e génération lorsqu'on pense à la valeur économique et penser à des projets comme ceux dont mon collègue vient de parler. Nous devons également réexaminer notre Constitution parce qu'on présume que, parce qu'en 1867, quelqu'un a dit que les provinces étaient responsables des forêts, le gouvernement fédéral n'avait rien à y voir. Eh bien, en 1867, on ne parlait pas de changement climatique, on ne parlait pas de droits autochtones. Donc, oui, il y a des quotas annuels de coupe de bois. Ça peut être provincial, mais le gouvernement fédéral a un rôle à jouer en matière de réconciliation, en matière de protection de la biodiversité. Par exemple, alors cessons de voir la question sous l'angle de 1867 et soyons tous dans le même canot et ramons dans le même sens. Madame la Présidente, il y a un jeu de mots que j'ai entendu, je ne sais pas s'il était volontaire ou non de la part de ma collègue de Saanich-Garfield, mais que je trouve très intéressant. D'abord, évidemment, dans le contexte, on a une mesure environnementale prouvée, documentée, qui fonctionne avec la taxe carbone. Et on entend dans cette salle de nombreuses fois axe de taxe. Et là, il y a comme un renversement. Hein? Si on fait, et puis on est dans un débat dans lequel on devrait se dire, taxe the axe ou stop tax the axe pour arrêter de taxer la hache. Parce que la hache est portée par nos entrepreneurs forestiers, par nos gens qui ont des emplois dans le domaine forestier, c'est important. Est-ce que ça ne devrait pas être une priorité pour ce gouvernement-là, justement, stop tax the axe, qu'on arrête de taxer la hache pour permettre des emplois dans nos régions, pour permettre des investissements dans nos régions, que ça soit une véritable engagement environnemental, parce qu'investir dans l'industrie forestière, c'est d'investir dans la planète aussi et dans le développement durable. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Saanich-Garfield. J'ai presque rien à ajouter parce que je suis absolument d'accord avec mon collègue de Bloc. Mais je pense que c'est important quand nous avons les débats ici au sujet de les prix sur carbone. Il a presque... C'est inutile dans les questions qui sont
primordial sur la menace de changement climatique. Nous avons à ce moment, il n'y a pas une seule menace si grande que ça, sauf que peut-être une guerre nucléaire. On doit faire plus et on doit parler et doit avoir les débats basés sur la science et les preuves et la réalité de notre situation maintenant qui était tellement grave pour les enfants, nos enfants et petits-enfants. Reprise du débat d'honorable député de Manicouagan.